Nous voici donc après une heure de conversation autour du thème Qui gouverne Paris, avec Cécile Maisonneuve de la Fabrique de la Cité, avec Alexandre Muche de Vraiment, agence de design des politiques publiques, avec Marc-Olivier Padis de la Fondation Terra Nova et Lucille Schmitt de la revue Esprit. Nous voilà donc avec le public venu dans l'amphithéâtre de l'immeuble Léonard à la Fabrique de la Cité, aux questions duquel nous nous soumettons bien volontiers. Première question. Oui, écoutez, je pensais en venant écouter cette séance qu'on parlerait de la maire de Paris, enfin, ou en tout cas de... Voilà. Et donc, j'ai été extrêmement intéressée par tout ce que j'ai entendu et il me semble que ça reste un petit peu théorique. Je pensais effectivement qu'on allait aborder puisque nous sommes en période préélectorale, je pensais qu'il y aurait effectivement... Non, pardon, je vous arrête tout de suite. Vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure quand j'ai annoncé que nous diffuserions l'émission après le deuxième tour, je ne sais pas encore quel jour précisément, pour des raisons qui tiennent à la réglementation sur la parole publique pendant les campagnes électorales officielles. Donc, il nous est arrivé quelquefois, à moi entre autres, de parler de la maire de Paris, mais là, non, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Désolé de vous avoir frustré ou déçu. Je ne suis pas frustrée parce que j'ai entendu des choses très intéressantes, mais il me semblait que pour moi, il manquait quelque chose. Mais merci beaucoup. Oui, bonsoir et merci. Concernant le rôle de Airbnb dans Paris, est-ce qu'on est en mesure de départager les locations qui correspondent au projet initial, tel que vous le citiez, et celles qui font partie d'une activité rentable et spéculative à plein temps? Alexandre Muche. C'est justement tout le cœur de la question de l'open data et de comment Airbnb partage ses données. Et c'est au cœur de la bataille entre la ville et cette plateforme, c'est qu'elle ne partage pas ses données, notamment dans un contexte où elle essaie de protéger ses grands locataires, puisqu'en gros elle se rémunère sur chaque location, et elle a assez peu intérêt dans le jeu actuel au fond à chasser des grands locataires qui sont de fait des grandes mannes financières. Et pour l'instant on ne sait pas quels sont les appartements. Cécile, peut-être Cécile ? Les chiffres sont extrêmement divers selon que vous parlez à Airbnb ou selon que vous parlez à la mairie de Paris. Airbnb parle de, me semble-t-il, 4000 appartements qui seraient loués selon la réglementation en vigueur, c'est-à-dire 120 jours par an maximum. Et alors, curieusement, elle parle aussi de 1000 appartements qui seraient loués davantage, c'est-à-dire en violation complète de la réglementation en vigueur, ce qui est assez étonnant. Et quand on va du côté de la mairie de Paris, on est sur des chiffres incommensurables. Ils sont 4 à 5 fois plus élevés. Sur Airbnb, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'il faut noter, c'est qu'on en a fait un collaborateur du service public, puisque Airbnb lève la taxe de séjour pour les municipalités, pas que pour Paris d'ailleurs. Donc aujourd'hui, vous avez de très nombreuses municipalités qui sont très attachées à la ressource financière Airbnb, ce qui ne simplifie pas la donne de la réglementation d'Airbnb d'ailleurs. Mais il y a une question que je voudrais vous poser, parce que par vocation, la Fabrique de la Cité a une connaissance très internationale de ce qui se passe. Le Airbnb n'est peut-être pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs qui... en multipliant, en potentialisant le tourisme, modifie la physionomie et le vécu d'une cité. À Barcelone, on en est à un point d'hostilité très fort, qui n'est pas encore venu aux mains, mais ça n'en est pas loin. Est-ce qu'au fond, il y a des gens qui travaillent sur le moment, c'est un peu dire l'eau ne bout pas à 99 degrés, mais à 100 degrés, elle bout. Est-ce qu'il y a un moment auquel la gêne, le désagrément, l'hostilité que peuvent provoquer la présence massive de tourisme et l'importance du tourisme dans le vécu et dans l'économie d'une ville passent de l'autre côté de la frontière pacifique? Je vous parlais de Barcelone. Barcelone a été la première ville qui l'a dit comme ça, qui dit qu'elle ne voulait plus être une ville touristique. C'est assez rare parce que habituellement les villes sont en compétition pour devenir des destinations touristiques et Barcelone s'est positionnée comme telle. Alors, ce n'est pas la réalité. Pour qui est allé à Barcelone, on voit que Barcelone continue d'attirer les touristes.
Plus largement, ce qui est intéressant de voir vis-à-vis d'Airbnb, c'est que vous n'avez pas que des villes touristiques qui réagissent très très fortement. Une des villes les plus où la réglementation est la plus stricte, c'est Berlin. Parce que vous avez à Berlin une crise du logement assez majeure, du fait que Berlin est une ville pauvre, c'est une ville de locataires, et aujourd'hui, ce qui se construit à Berlin n'est pas du tout adapté à cette demande. Ce qui se construit à Berlin, c'est plutôt une offre pour les investisseurs, pour le dire simplement. Donc cette déconnexion entre l'offre et la demande fait du sujet Airbnb à Berlin un sujet particulièrement sensible, auquel les autorités de la ville ont répondu par une législation extrêmement stricte, beaucoup plus stricte que dans la plupart des villes européennes. Bonjour, merci pour ma question. Alors, je sais que quand on parle de Paris, il vaut mieux comparer Paris aux autres villes monde plutôt qu'à la province, mais je voudrais le faire simplement pour vous parler d'un acteur dont on a assez peu parlé, enfin dont vous avez assez peu parlé, qui est la métropole. Partout en France, que ce soit sous l'impulsion des élus locaux ou parfois de l'État, on a développé un système d'intercommunalité qui, même s'il n'est pas exempt de défauts, a eu au moins comme mérite de dynamiser les territoires et de permettre vraiment de porter des vrais projets de territoire. Chacun s'accorde à dire qu'en Île-de-France, le système intercommunal ne marche pas très bien, que la carte administrative est quasi illisible, et que d'ailleurs un certain nombre de services qui sont habituellement rendus par les collectivités locales sont ici assurés par l'État. Je pense à la RATP, à la SNCF. Tant et si bien d'ailleurs, je ne crois pas que ça soit arrivé à quelqu'un ici d'aller demander des comptes à la RATP sur la qualité du service et sur la qualité des retards et des avances. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui prennent beaucoup plus de temps qu'en province, à la fois pour des questions de difficultés techniques et de faisabilité, mais aussi de portage institutionnel. Alors, face à ça, en province, quand ça ne marchait pas, l'État a pris ses responsabilités et a imposé. Et les choses ont fini par se faire. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que, puisque la question de savoir qui gouverne, l'État pourrait être amené prochainement à imposer une réforme, ou à l'inverse, et peut-être pour rebondir sur votre question, comment les citoyens pourraient utiliser les fameux moyens que mettent à disposition les GAFA pour, cette fois-ci, véritablement saisir leurs élus et porter un projet de territoire qui, cette fois, viendrait donc de la base pour faire émerger un projet qui soit digne de la région capitale. Merci. Marc-Olivier Padis. Oui, merci de votre intervention. C'est tout à fait essentiel et très juste, je pense, que ce que vous dites. Vous avez raison que le mouvement de métropolisation est allé beaucoup plus vite en province. Et il répond à... Il donne des capacités incontestablement aux métropoles. Le terme de métropole a un peu une mauvaise réputation dans le contexte français, je trouve, mais vraiment à tort, parce que c'est la réflexion sur les échelles. Il y a vraiment un moment où la bonne échelle, c'est d'élargir le regard et de prendre le territoire réel, en fait le territoire de vie des gens. Souvent les métropoles, parce que tout le monde est mobile, correspond à la réalité des déplacements et des ancrages territoriaux et de la géographie vécue par chacun d'entre nous. Alors, il y a quand même des différences. Par exemple, Lyon a fait la grande métropole, disons, de son propre mouvement, alors que Marseille, par exemple, c'est l'État qui est venu imposer les fusions des communes en intégrant Aix, etc. Mais c'est avec un contexte particulier à Marseille où personne... on peut dire que la gestion apparaissait visiblement défaillante, quoi, disons. Alors le problème à Paris, effectivement, pourquoi la gouvernance bloque plus, peut-être que Cécile ou Alexandre ont des idées là-dessus. Moi, l'impression que j'ai, c'est que si je ne me trompe pas, disons, ce qui devrait correspondre à la métropole du Grand Paris, c'est plus de 300 communes. Et donc la négociation politique avec plus de 300 communes, comme ça, c'est extrêmement compliqué. En plus, à l'époque de Bertrand Delanoë, Lucile l'a rappelé, il a lancé plutôt via Pierre Mansart un mode de consultation, parce que Paris comme ville est toujours soupçonné par... et pas toujours à tort, par les villes qui sont de première et de deuxième couronne, d'être dans une position un peu impérialiste. Donc la ville de Paris, en réalité, a été assez réservée
sur le sujet. Elle n'a pas voulu vraiment lancer l'initiative. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'ai. Et puis, la question qui est posée, c'est quelle est l'offre politique à faire aux maires des communes environnantes. C'est-à-dire, moi j'ai eu l'occasion de poser la question à différents candidats qui disaient tous, bon ben maintenant il faut faire des accords avec les maires, mais il y a quoi dans l'accord? C'est quoi le deal politique? Comment est-ce que vous allez convaincre le maire de Vanves et Lucile au passage de renoncer à ses prérogatives de maire, et comment vous allez faire ça avec plus de 300 maires? C'est vraiment un casse-tête. Alors là, je ne vois pas aujourd'hui l'État assez puissant comme acteur, assez légitime comme acteur pour imposer une refonte à l'échelle de la métropole de Paris. Là, ça me semble, personnellement, je ne vois pas comment il pourrait y parvenir. Comme nous l'avons démontré tout à l'heure, la démocratie, c'est l'open data, et la métropolisation, c'est le Second Empire, dont le rétablissement est imminent. Est-ce que Lucile renoncera à sa vanvitude? Non, moi, je trouve que ce qui est intéressant, surtout, c'est la manière dont vous posez aussi votre question. C'est-à-dire, vous dites, au fond, il y a l'État ou les citoyens, et ça montre bien qu'on est quand même dans un pays où cette question de la décentralisation et de la façon dont les collectivités locales peuvent porter l'intérêt général reste une question. C'est-à-dire qu'on se dit, au fond, à Paris, il n'émergera pas du dialogue entre collectivités locales quelque chose qui défende vraiment l'intérêt général. Et je pense que ça, c'est dommage. Et c'est pas faux. Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais parlé de Pierre Mansart en 2006, c'est que lui, il avait un projet, donc quand il était adjoint de Delanoë, il avait un projet qui était très volontariste sur la métropole, avec l'idée de redistribuer sur le territoire, de lutter contre les inégalités sociales, notamment par rapport à la Seine-Saint-Denis, sachant que là, l'histoire pèse aussi, c'est-à-dire qu'on a toujours exporté vers la Seine-Saint-Denis les nuisances parisiennes, que ce soit les nuisances industrielles, aujourd'hui les nuisances écologiques, avec les data centers qui sont tous en Seine-Saint-Denis. Je rappelle que, par exemple, la journaliste Jade Lingard mène avec des militants écologistes ce qu'on appelle un toxic tour, c'est venu des États-Unis, et que c'est un mode d'empowerment, comme on dit, c'est-à-dire que les toxic tours, c'est une manière pour les citoyens qui habitent dans une ville où il y a en fait des nuisances sonores, écologiques, etc., de s'apercevoir de ce qu'était le territoire avant, de voir les nuisances, et donc de se motiver collectivement pour aller interpeller les collectivités locales, l'État, etc. Donc toute cette question qui nous est posée, c'est quels sont les bons acteurs publics, l'échelle, mais pour l'instant, il est clair que la métropole, c'est juste un espèce de club d'élus, qui en plus, c'est au suffrage indirect. Donc tout le sujet, c'est qu'aussi, personne ne sait qui sont les élus métropolitains. Et donc, moi, je répondrais de plusieurs manières. Comment est-ce qu'on peut faire? Il faut engager l'élection directe, dans ce cas-là, pour faire une vraie intercommunalité. Et il ne faut pas compter, évidemment, sur le club des maires pour se dessaisir de leur pouvoir de maire. Mais si on engage l'élection directe des élus métropolitains, ce sont les citoyens qui, en les désignant, entraîneront sans doute une réflexion sur le partage des compétences. Il faut avoir cette question sur la fiscalité, faire en sorte qu'il y ait une fiscalité locale qui soit différente. Il faut aussi faire en sorte de rendre compréhensible aux citoyens l'ensemble la manière dont évoluent les pouvoirs des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on a eu la loi MAPTAM, on a eu la loi NOTRe. Personne ne sait en fait à quoi sert la métropole de Paris, si ce n'est à se verser des indemnités. Et je dis ça sans aucun poujadisme. Et on sait que le Grand Paris, c'est un réseau de métro avec des gares, et que les élus locaux se battent pour les gares. Mais on s'aperçoit que du coup la promotion immobilière flambe, et que ce qui arrive, c'est à l'inverse de ce qu'on vient de dire sur le fait qu'il faut faire des logements qui soient accessibles à tous. Donc pour l'instant, on marche sur la tête. Alexandre Buche. Sur cette question du grand territoire, moi je partage ce qui s'est dit juste avant. Je pense qu'on a un problème de découpage lié au périphérique, puisque c'est notre frontière administrative, qui est aussi une frontière physique, et qu'à ce titre-là, je soutiens complètement l'idée qu'un suffrage plus direct, qui retrace un peu des liens entre des élus et leurs électeurs, c'est la base à minima qui permet de refabriquer un territoire qui fait sens. Là où je trouve que le besoin
je rajouterais là-dessus d'ailleurs le fait qu'on a un problème, c'est que Paris, ce n'est que 2 millions d'habitants sur 10 millions, mais c'est néanmoins la commune qui fait 10 fois la taille de la commune d'après. Du coup, on a un jeu de pouvoir qui est très compliqué et qui, par exemple, n'est pas comparable avec Marseille ou d'autres territoires. Au fond, le jeu de force n'est pas aussi décalé. Là où je retombe un peu sur des enjeux qui nous attendent demain, c'est que par exemple, si on veut reboucler avec Airbnb, on sait que le grand sujet qui pend sur le 93, c'est que les JO 2024, dans un contexte de JO, un appart sur Airbnb, ça peut se louer 1 000 €, 2 000 € la nuit, soit en Seine-Saint-Denis, concrètement une nuitée qui coûte plus cher que le loyer de l'appartement en question. Et là, on voit bien que la solidarité des territoires dans leur rapport vis-à-vis des plateformes, elle va se rendre nécessaire à des niveaux extrêmement importants. Idem pour les mobilités. C'est bien beau d'investir dans des grands plans de mobilité, de grandes infrastructures lourdes, comme l'est le futur métro du Grand Paris, mais comment est-ce qu'on va se rendre jusqu'à ces stations-là ? Est-ce que c'est les micromobilités ? Est-ce que c'est les vélos ? Est-ce que c'est... On voit bien qu'on ne peut pas juste penser avec un appareil un peu cassé de métropole qui ne fonctionne pas si bien. Ces enjeux qui nous attendent demain et qui vont attendre une solidarité assez forte entre ces 300 communes. Cécile Maisonneuve. J'irai un peu dans le même sens. J'ai l'impression que, faute d'avoir répondu politiquement au problème, on a répondu, comme on sait très bien le faire en France, finalement, comme on l'a toujours fait, par une grande infrastructure. L'État, les grands technocrates de l'État, on dit bon, on ne va pas s'attaquer à ce sujet politique très très compliqué de la gouvernance de Paris. Qu'est-ce qu'on sort ? On sort le Grand Paris Express, un réseau de métro, et c'est ça qui est censé tenir lieu de projets politiques futurs. Enfin, si je dis les choses un peu brutalement, c'est un peu comme ça que c'est présenté. Et le fait qu'il y ait une telle bataille politique autour des gares le dit assez bien aussi. Et la Société du Grand Paris est une société d'État. Donc j'ai dit, une réponse très années 60, sauf que dans les années 60, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait par rapport aux besoins, à un enjeu aujourd'hui qui existe certes pour construire une offre de mobilité qui correspond plus aux besoins, mais qui est totalement insuffisante, à l'évidence. Autre question, monsieur. On vous apporte un micro dans l'instant. Le voilà. Et vous aussi, s'il vous plaît, tenez-le le plus près possible de votre nez. Bonjour. Bonjour. En fait, je ne vois pas trop bien où sont les citoyens qui habitent Paris dans votre système. J'ai quand même l'impression qu'ils sont propriétaires des données que de temps en temps on leur extorque. Et je me demande si vous sous-estimez pas forcément un petit peu leur pouvoir d'agir. Et il y a un écrivain américain, je ne sais plus le nom, mais qui a été l'invité de France Culture sur une autre émission, qui disait que les données qui seraient disponibles dépasseraient la puissance de traitement des GAFA, ce qui donnerait éventuellement du pouvoir d'agir aux citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alexandre, ça m'a l'air d'être une prospective assez longue, l'idée que les GAFA soient dépassés par leurs données. Je pense qu'il y a effectivement une fabrique de la donnée qui dépasse, et puis Dieu soit loué, la big data, où ce terme est devenu désuet un peu vite. On s'est rendu compte que cette idée de stocker des données pour stocker des données, au fond, ça n'allait pas vraiment quelque part, que ça allait juste fabriquer des serveurs dans lesquels on avait une matière intellectuelle qu'on ne savait pas traiter. Néanmoins, je rebondirais peut-être aussi sur le fait qu'on a été peut-être un peu négatif sur la question de l'avenir et du numérique, et que je rappellerai que plus largement, et notamment dans une capacité du citoyen, une encapacitation, j'aime pas le mot français mais le mot anglais est plus terrible, empowerment, c'est que oui, les outils numériques ont une capacité à court terme de changer la façon dont on gouverne, régule la ville. Et je pense qu'on a été très pessimiste en dressant un tableau à coups de pinceau d'Airbnb et de Google, mais à côté de ça,
ça, il y a quand même beaucoup d'outils de gestion et de création de données. Je pense à OpenStreetMap, je pense à Dans ma rue, l'application municipale, ou les applications municipales qui permettent de signaler des problèmes ou de proposer des choses. Je pense au budget participatif qui permettent en ligne d'orienter une partie non négligeable, d'ailleurs à Paris, du budget municipal, sont tout un tas, au fond, de petites interactions citoyennes qui font qu'on quitte un peu ce qui, au fond, n'allait pas très bien, qui était de dire je vote tous les 5 ans et puis je laisse un mandat total et absolu à un élu, et on va vers effectivement des outils qui, au-delà de Google, au-delà d'Airbnb, ont la capacité à redonner du pouvoir. Je voulais juste répondre à Marc-Olivier Padis à propos des candidats qu'il a écoutés sur la question de l'élargissement de Paris. D'accord ? Je ne sais pas si vous les avez tous écoutés, mais j'en ai entendu un qui a très soigneusement préparé ça et qui a discuté avec les maires de la couronne, de la petite couronne d'abord. Et évidemment, les maires sont d'abord très attachés, bien sûr, à leur propre situation. En revanche, en discutant avec eux, il est apparu que, s'agissant de municipalités, enfin de communes qui deviendraient des arrondissements, eh bien, en donnant plus de pouvoir aux maires d'arrondissement, ce qui fait partie du programme du même candidat, ça peut marcher et ils sont tout à fait séduits. Ceux dont ils parlent, voilà. Je vous remercie. Merci, madame. Est-ce qu'il y a une question? Pardon. Je prends ma glace. Vous avez dit la dernière fois à l'école alsacienne que ce qui était important, c'est qu'à Paris, si on voulait avoir des services pour les citoyens, il fallait que les gens qui rendent ces services puissent habiter à Paris et que c'était beaucoup trop cher. Vous avez parlé des crèches, des massins. Les gens sont obligés de repartir de Paris parce que c'est trop cher pour tout. Alors, je voulais citer un tout petit exemple. Je crois qu'à l'hôpital des 15-20, ils ont fait un truc formidable, c'est que le personnel, tous les personnels, habitent à côté, ils possèdent à côté de l'hôpital un très grand nombre d'appartements qu'ils louent à leur personnel, ce qui fait que les personnels qui viennent, les infirmières et tout ça, ils vont travailler au 15-20 très tôt le matin, 7h, 8h, après avoir accompagné leurs enfants, ils font leur boulot et ils rentrent chez eux à 5h. Donc c'est un exemple concernant ce que vous disiez, le fait que les gens, on ne peut plus donner des services à Paris parce qu'on habite, les gens n'ont pas les moyens, ils habitent à l'extérieur. Et donc, c'est cet exemple, je voudrais, qui est intéressant. Au 15-20, ils ont tout ce qui est autour de l'hôpital des 15-20. Ce sont les appartements qui sont loués à leur personnel. C'est peut-être une solution pour d'autres choses. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, d'un mot, tout simplement ce que j'avais évoqué dans cette émission qu'on avait enregistrée à l'école alsacienne, c'est surtout la clarté de la politique d'attribution des logements sociaux. Je pense que comme il y a beaucoup plus de gens qui ont droit à un logement social dans Paris qu'il n'y a de logements sociaux, il faut avoir ce sera nécessairement des attributions qui seront très frustrantes, et il faut avoir le courage de dire au nom de quel arbitraire on donne accès aux logements sociaux plutôt aux uns plutôt qu'aux autres. Alors, j'avais proposé, je continue de proposer, qu'on dise de la manière la plus claire que 3% des logements sociaux seront attribués à des copains qui y ont droit, mais qui sont des copains. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et qu'à se cacher derrière son petit doigt, on arrive à des situations qui font les colonnes, à juste titre d'ailleurs, du Canard enchaîné, et qui sont extrêmement malsaines. Après quoi, il reste encore 97% des logements. Et en effet, là, je crois qu'il faut avoir le courage de dire qu'on les attribuera de manière prioritaire aux gens dont le métier permet à la ville d'être plus diverse et plus vivante. Lucille a tout à l'heure parlé des puéricultrices, les éducateurs de la petite enfance, les gens du SAMU, les policiers, dont le premier geste, quand ils arrivent à Paris, où ils sont obligés de faire leurs 4 premières années et de signer une demande de mutation, les infirmiers, etc. Et le général qui dirigeait à l'époque la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au moment du 13 novembre, avec qui j'avais déjeuné quelque temps après, m'avait dit, écoutez, on a eu de la chance parce qu'on avait fait un exercice le matin même, on a pu être à la fois très au point et sur les lieux très vite, et les gens du SAMU sont arrivés 1 heure après. Mais, me disait-il, pas du tout parce qu'ils ont traîné les pieds. La plupart d'entre eux avaient quitté leur domicile avant même
qu'on ne les appelle, que le central ne les appelle, simplement parce qu'avec ce qu'on les paye, ils habitent à Creil ou à des endroits qui sont à 1 heure ou à 1h15 du centre de Paris. Et la même chose pour les puéricultrices qui, tous les jours que Dieu fait, sont, pour 1/5 d'entre elles, en maladie. Elles sont en maladie parce qu'on leur a signé un arrêt maladie. On leur a signé un arrêt maladie sûrement parce qu'elles sont malades. Il n'y a pas un médecin qui signerait un arrêt maladie de complaisance. Mais si c'était le cas, ce serait parce qu'elles aussi, elles habitent à Creil, ou enfin dans des endroits, je ne veux pas avoir l'air de maudire Creil, je ne suis jamais allé d'ailleurs en plus. Les habitants de Creil qui ont toute mon amitié et même mon affection, mais parce qu'elles habitent à des distances de Paris telles que si elles-mêmes ont un enfant, il faut qu'elle le fasse garder par une gardienne privée, étant donné qu'à 5h du matin, heure à laquelle il faut se lever quand on veut être à Paris à l'heure où il faut ouvrir une crèche, à 5h du matin, il n'y a pas de crèche publique qui soit ouverte, ni à Creil, ville pourtant admirablement administrée et habitée par des habitants remarquables, dont je suis sûr que la plupart écoutent le nouvel esprit public, mais il n'y a pas moyen d'avoir une crèche publique ouverte à ce moment-là. À 5h du matin... Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'il nous reste 5 minutes? C'est un peu plus qu'il me faut pour remercier tous ceux qui ont concouru à cette émission. Cécile Maisonneuve, Alexandre Muche, mes complices habituels Lucille Schmitt et Marc-Olivier Padis, pour remercier la Fabrique de la Cité qui nous a accueillis ici dans cet immeuble Léonard, et Mathieu Le Rondeau qui nous a aidés à cette préparation et à cet accueil, et puis Sophie Jacquin, Benoît Carré et Nicolas Tourneau, l'équipe habituelle du Nouvel Esprit Public, et enfin Marius Prévost qui en a assuré l'enregistrement pour Nouvelles Écoutes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.